Donc, messieurs de l'Association de promotion des usages de la quasi-turbine, je vois que vous avez presque pris place. Vous avez même amené un échantillon, ça c'est fantastique, ça va nous aider à comprendre mieux. Donc, je vous souhaite bienvenue à la commission et vous avez 20 minutes pour présenter votre mémoire et vous expliquer ce en quoi consiste cette quasi-turbine. Et vous allez avoir, donc, par le fait même, 20 minutes de questions de la part du côté ministériel et de mes collègues aussi de l'opposition. Donc, messieurs, bienvenue à la commission. Nous vous écoutons et je vous demanderai pour le bénéfice des membres de la commission de vous présenter, s'il vous plaît. Ça va. On entend comme ça? D'accord. Je suis Jean Rémillard, président de l'Association de promotion des usages de la quasi-turbine. J'ai à ma droite M. Raymond Deshaies, de Autocar Raymond Deshaies, ingénieur, et à ma gauche, M. Stéphane Laroche, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a déjà soumis à l'Assemblée nationale une pétition de plus de 1000 personnes concernant le développement régional du Lac-Saint-Jean, basé sur le moteur quasi-turbine. Alors, je voudrais, d'entrée de jeu, saluer le ministre des Ressources naturelles, Parcs et Faune, et remercier à la fois le président et les membres de la commission de nous donner l'occasion de présenter une invention québécoise qui est absolument sensationnelle, le mot n'est pas trop fort, qui diminuera notre consommation de carburant, quel qu'il soit, et, partant, les pollutions que ces carburants génèrent. Si vous avez déjà le texte du mémoire, je vais en faire plutôt un résumé. Ce ne sera pas une lecture mot à mot parce que ça prendrait un petit peu trop de temps. Il y a des choses qui sont toujours un peu moins importantes que d'autres. Donc, je vais commencer par dire un petit mot de notre association. Pourquoi une telle association autour d'une invention et pour appuyer finalement un inventeur? C'est d'après plusieurs très original, c'est très rare qu'une telle chose se produise. En fait, c'est qu'en l'an 2002, un étudiant de Polytechnique à Montréal a assisté à une conférence du docteur Gilles Saint-Hilaire, inventeur de la quasi-turbine, conférence donnée à Polytechnique, et il a été tellement émerveillé, comme ses collègues d'ailleurs, qu'il a envoyé une lettre à tous les députés de l'Assemblée nationale. Il a reçu quelques réponses, bien sûr, mais surtout un appel d'un fonctionnaire du MRN qui a tâché de discréditer l'inventeur. Ça partait mal. Et aussi, j'ai été mis au courant de certaines pressions qui ont été faites par des hauts fonctionnaires pour empêcher un certain fonctionnaire qui était la porte d'entrée de l'inventeur au MRN de s'intéresser à cette invention. Alors, moi, j'ai apporté quelques documents au Premier ministre à l'époque, qui a quand même fait quelques petites choses. Mais on s'est dit, fondamentalement, si l'État ne veut pas bouger ou ne peut pas bouger pour quelque considération que ce soit, il va falloir que les citoyens s'organisent pour mettre en évidence cette invention absolument phénoménale. Nous avons donc, à l'école polytechnique, avec cet étudiant et quelques amis, mis au monde cette association qui, depuis septembre 2002, a tenu régulièrement une réunion mensuelle et compte aujourd'hui plus de 500 membres. Évidemment, l'élément essentiel de l'action de notre association, c'est le moteur quasi-turbine, qui est à la fois, et sans modification interne importante, une pompe et un compresseur. C'est le seul principe moteur qui soit aussi facilement convertible en pompe et compresseur. Et si on regarde les avantages de la quasi-turbine comparé par exemple à un moteur à piston, celui qu'il y a dans nos voitures actuellement, on peut dire que ce moteur sera à peu près 5 fois plus compact et léger, ne comportant qu'une trentaine de pièces en mode baudrochat ou une cinquantaine en mode photodétonation. On verra tout à l'heure à quoi correspondent chacun de ces types.
Et c'est un moteur qui n'aura pas de vilebrequin, pas de volant d'inertie, pas de soupape et pas de tringlerie. C'est-à-dire une économie de pièces absolument phénoménale. C'est un moteur qui va transformer en mouvement l'énergie chimique de la combustion plus tôt et plus longtemps que le moteur à piston, ce qui diminuera les pertes de chaleur via le bloc moteur, le mouvement homocinétique du rotor de la caisse turbine n'étant pas lié à un vilebrequin, lequel impose un mouvement sinusoïdal au piston. Ça, c'est technique, là, mais enfin, c'est effectivement cela qui se passe. Donc, dans son premier état, la caisse turbine va consommer jusqu'à 20% moins de carburant et donc produire 20% moins de bioxyde de carbone, le CO2. Mais dans un état ultérieur, quand elle fonctionnera en ce qu'on appelle le mode photodétonation, là, c'est 60% de carburant que ce moteur permettra d'économiser, donc 60% moins de dioxyde de carbone. En tout état de cause, ce moteur permet de produire 500 fois moins de NOx, 500 fois moins. NOx, c'est l'azote de l'air, l'oxygène de l'air, qui s'unissent dans un moteur à combustion sous l'effet de la pression, de la chaleur et d'un certain temps. Le moteur quasi-turbine ne laisse pas le temps. Donc, il y a moins de NOx. Ce moteur sera aussi 20 fois moins bruyant avant tout silencieux. Parce que dans un moteur à piston, les soupapes sont en haut, l'explosion est en haut aussi. Ce qui fait qu'il y a communication facile des bruits vers l'extérieur. Tandis que dans la caisse turbine, l'entrée et la sortie sont distincts et l'explosion se situe en haut. Donc, très distante des entrées et des sorties. C'est un moteur aussi qui ne produira pas de vibration parce que son centre de masse est toujours le même. Quelle que soit la position des éléments internes du moteur, son centre de masse est précisément toujours à la même place. En conséquence, la caisse turbine pourra servir de moteur dans plusieurs applications. On pense par exemple les moteurs d'hélicoptères à prise directe, sans réducteur de vitesse. C'est-à-dire, un gros problème des hélicoptères, c'est que les boîtes de vitesse cassent. C'est la pièce la plus sensible. Or, la caisse turbine permet d'éviter cette pièce. Les moteurs d'avion à hélice, sans vibration et à plus faible entretien. Bref, la caisse turbine permettra au Québec de diminuer énormément ses importations de pétrole et lui permettra d'utiliser une foule de carburants alternatifs, dont des huiles recyclées et le gaz naturel, tout en diminuant, bien sûr, les pollutions, diverses pollutions. Alors, pour un exposé détaillé, si jamais vous en avez la curiosité, je vous suggère de consulter le livre qui a été écrit à cet effet par le docteur Gilles Saint-Hilaire, soit La quasi-turbine écologique, le meilleur du piston et de la turbine. Il y a aussi un site internet, quasiturbine.com, qui donne aussi beaucoup d'explications qui peuvent être complémentaires. Finalement, la quasi-turbine n'est pas ce qu'on pourrait appeler un concept fantaisiste. Cela a pris beaucoup de temps pour mettre ce concept au point par un docteur en physique extrêmement qualifié, docteur en physique de l'Université de Montréal, qui a étudié à Saclay en France l'énergie atomique, il a étudié à Milan la physique des plasmas, et il a étudié les moteurs d'avion à l'École nationale d'aéronautique à Saint-Hubert. Donc, c'est vraiment, comme on dit en anglais, un PhD ou un docteur hyper qualifié. Mais aussi, sa validité est reconnue scientifiquement dans le monde entier. Regardez par exemple des revues comme European Automotive Design à Londres, Diesel Progress aux États-Unis, Scientific American. La maîtrise de l'énergie, c'est une revue québécoise qui a publié un article sur la quasi-turbine. Plusieurs ont même qualifié ce moteur de moteur pour le 21e siècle, tellement il avait une avance et des intérêts marquants par rapport à ce qui existe actuellement. Le milieu scientifique aussi, c'est-à-dire des scientifiques eux-mêmes, reconnaissent la validité de ce concept. L'Imperial College de Londres
consacre 3 pages sur son site. L'Américain Merton D. Stokes du Michigan, qui est un spécialiste en avionique et aussi pour tout ce qui est propulsion des véhicules, a un livre blanc, un peu bien livre blanc. Et il y a un site qui s'appelle Future Energies en Angleterre, qui est consacré essentiellement aux piles à hydrogène, enfin aux piles à combustible utilisant l'hydrogène. Et l'article le plus lu et de loin, c'est celui sur la quasi-turbine. L'article le plus commenté et de loin, c'est celui sur la quasi-turbine. Ce qui veut dire, soit dit en passant, que l'hydrogène pose de petits problèmes. L'émission Découverte de Radio-Canada en a parlé aussi. Il y a des universitaires québécois à l'École de technologie supérieure, à Polytechnique, et des cégepiens. À Sorel, Rimouski, Saint-Jérôme a acheté une quasi-turbine étudiante. Saint-Jean-sur-Richelieu en a fait autant. Saint-Laurent aussi collabore à fabriquer certaines pièces. Il y en a des universitaires américains qui ont suggéré à la NASA d'utiliser des quasi-turbines pour la mission sur Mars en 2012, parce qu'elle est très complémentaire de ce qu'on appelle les piles à combustible dans l'espace. On récupère l'hydrogène qui sort pour actionner une quasi-turbine et en faire un moteur de carotteuse. Quand on fait des carottes creusées dans le sol, là, bon. Donc, le moteur des carotteuses serait des quasi-turbines. Alors, on remarque, en fait, d'une part, que tout le travail concernant la quasi-turbine a été fait par des citoyens. Aucune aide de personne. Alors que d'importants organismes extérieurs s'y intéressent de très près. Il y a certainement des comités de contournement dans plusieurs entreprises dans le monde. On ne le sait pas. Un comité de contournement, c'est secret. On sait que les Allemands ont essayé. Ils ont travaillé 8 mois, puis n'ont pas été capables de faire mieux. Alors, la question que nous nous posons, pourrait-il que la quasi-turbine subisse le même sort que le fameux moteur roue du docteur Pierre Couture, actuellement développé par Toyota, à même les brevets d'Hydro-Québec, qui tomberont bientôt dans le domaine public? C'est un risque. Alors, face à cela, la PUC a décidé de faire ce qu'elle peut. Les citoyens ont décidé d'agir pour qu'un maximum de cette technologie reste au Québec. Le développement d'abord, il faudrait quand même, quand on a déjà une avance, on peut la garder à condition de toujours travailler à perfectionner, mais aussi garder ici la fabrication de certaines pièces vitales. Ce qui est secondaire, on peut le laisser aux autres, mais ce qui est vital, on devrait le garder ici. Alors, comme moyen d'action, nous avons bien sûr la communication, puisque d'une part, nous avons eu beaucoup d'émissions radio, surtout sur les radios privées, comme Radio Ville-Marie à Montréal, Radio McGill, CKUT, les radios de l'Université Laval, et ainsi de suite. Et nous publions régulièrement des communiqués depuis décembre 2002. D'ailleurs, il y a un communiqué qui a été très bien reçu, justement en décembre 2002, par le Progrès Dimanche du Saguenay, ce qui a permis à M. Stéphane Laroche, ici à ma gauche, de prendre connaissance de cette technologie et finalement d'entreprendre toute une action. Vous me permettrez que je laisse un petit peu la parole à M. Laroche, qui